Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et c'est en effet la première fois qu'il accepte une interview depuis le premier tour de la présidentielle. Le président de Reconquête, candidat à cette présidentielle, Éric Zemmour. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour 1 heure. On va avoir le temps de revenir longuement sur cette campagne, votre première. On va parler des législatives, bien sûr. On va évoquer le rôle que vous comptez jouer dans les 5 ans qui viennent. On fera peut-être aussi un bilan personnel pour vous de cette séquence inédite, bien sûr. D'abord ce chiffre. Alors, 7,07% des voix au premier tour de la présidentielle. Bon, j'imagine que c'est forcément une déception, mais c'est un peu plus que ça aussi. C'est un échec compte tenu de l'ambition que vous aviez affichée. Est-ce que c'est votre échec? Bien sûr, je ne vais pas vous dire c'est ma grande réussite. C'est évidemment mon échec et ma déception, à la fois, comme vous le dites, au regard de l'ambition que je m'étais proposée, et pour être tout à fait honnête avec vous, de l'enjeu historique, puisque je ne me lançais pas dans une présidentielle pour un petit objet. Je pense que j'y allais pour l'histoire. C'est-à-dire que je pense que notre pays est vraiment menacé de mort. Je ne faisais pas ça, vous savez, pour jouer ou pour faire carrière. J'avais fait carrière ailleurs et voilà. Donc, effectivement... Et donc, que va retenir l'histoire? Que vous avez été une comète? La comète Zemmour? Alors, voilà une bonne question. Vous savez, que va retenir l'histoire? Est-ce que on peut gagner et avoir tort et perdre et avoir raison? Je veux dire par là que, et c'est la question que vous posez et je me la pose depuis 3 semaines, est-ce que l'histoire me donnera raison même si les élections et les électeurs m'ont donné tort? Ce n'est pas impossible. Vous savez, tout peut arriver. On a l'habitude de dire la fameuse phrase d'Edgar Faure, on a grand tort d'avoir raison trop tôt. Ouais. Moi, je pense déjà qu'il est bien tard. Juste pour bien comprendre, ça veut dire que depuis 3 semaines, vous refaites le match en permanence, vous essayez de comprendre, d'analyser, et du coup, vous ruminez un peu aussi, pour être honnête? Oui, bien sûr, on essaye de comprendre, on recommence, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé. J'imagine que on peut en parler. On va y revenir longuement. On va y revenir longuement, mais j'aimerais savoir, pour commencer cet entretien, votre état d'esprit. C'est la raison pour laquelle bien sûr. Non, mais pose toutes ces questions. Évidemment qu'on refait le match, qu'on se dit qu'est-ce qu'on a manqué, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Parce que ensuite, en plus, si vous voulez, je suis un cas un peu particulier. C'est-à-dire que si j'avais fait 7 pour ma première candidature, après tout, il y en a beaucoup. Je pourrais me consoler en me disant que j'ai fait plus que Alain Madelin, que Jean-Pierre Chevènement, que François Bayrou a fait 7 lors de sa première présidentielle. Et que là, je fais plus que tous les vieux partis politiques. Ça ne me console pas en vérité. Mais vous voyez, je pourrais me consoler ainsi. Mais en revanche, vous avez raison. Vu la percée incroyable, je suis monté à 16, 17, 18 en 2 fois. À pourcentage, j'ai été au second tour plusieurs fois dans les sondages. Évidemment, la déception est immense. Et encore une fois, on va y revenir longuement, on va revoir les moments forts de votre campagne. Mais comme ça, le premier diagnostic, est-ce que vous diriez que c'est l'outrance que vous avez payée? Je ne pense pas du tout. Ah d'accord. Non, vraiment pas. D'abord, c'est pas cette radicalité que certains vous ont reproché, beaucoup même? Oui, beaucoup m'ont reproché, mais moi, je ne me sens pas ni outrancier ni radical. Je note d'ailleurs que quand c'est la gauche qui est radicale, on lui tresse des louanges et on dit qu'elle gagne, puisque c'est la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon qui a gagné. Pourquoi ça ne serait pas pareil à droite? Et puis, par ailleurs, vous savez, quand vous avez des diagnostics qui sont partagés par 2 tiers des Français, vous n'êtes pas radical. Alors, si vous permettez, je vous en prie, ce point très précis. Vous avez dit pendant toute la campagne, les Français sont d'accord avec moi, ils pensent comme moi. Mais ils vous ont dit l'inverse, Éric Zemmour. Et vous le répétez ce soir. Mais vous savez, quand vous avez les 2 tiers des Français qui disent le grand remplacement existe et... nous craignons, nous, la France, nous ne sommes plus en France comme d'habitude, comme avant. Un sondage, une étude, une étude de je ne sais quel institut, mais l'élection, c'est un autre moment de vérité. D'accord, mais vous avez raison. C'est pour ça qu'ils ont choisi autre chose. C'est pour ça que on parle. Pourquoi ça a bifurqué ainsi?
Mais moi, je continuerai à penser que c'est le sujet majeur. Et vous savez, on peut théoriser. Je sais bien que mon échec va satisfaire beaucoup de gens. Tous ceux qui sont contents de mettre la question identitaire sous le tapis, tous ceux qui pensent que la démographie ne fait pas l'histoire. Moi, je pense le contraire. Et d'ailleurs, si vous voulez, je pense que cette élection ne m'a pas donné complètement tort. Oui. Alors, du coup, c'est quoi? C'est la forme qui a péché? Ah non, je pense que c'est Poutine. Si vous voulez, si on refait l'histoire, si vous me permettez, Allez-y. le 23 février au soir, je me couche avec... C'est la veille de l'invasion de La l'Ukraine. veille, dans les sondages, je suis à 16,5. J'ai dépassé Marine Le Pen, qui est à 16, et j'ai dépassé déjà depuis une semaine Valérie Pécresse, qui est à 14. Je suis au second tour. Tous les commentateurs disent c'est la logique. Emmanuel Macron, d'ailleurs, prépare à m'affronter. Ce sont les bruits qui courent de l'Élysée. Vous les avez les mêmes que moi, évidemment. À l'époque, on ne parle pas d'outrance, on ne parle pas, ou les mêmes parlent d'outrance, mais pour le déplorer, pour dire que ça va permettre d'arriver au second tour. Et puis, le 24 février, Vladimir Poutine envahit l'Ukraine. Et là, il se passe un enchaînement absolument imprévisible, qui est que, si vous voulez, les électeurs, mes électeurs, une partie de mes électeurs, se rattachent, se rassemblent, se rameutent, j'allais dire, derrière Emmanuel Macron. Et qu'ensuite, voyant que je décline dans les sondages, voyant que je passe derrière Marine Le Pen, ceux qui étaient venus de chez Marine Le Pen, il y avait à peu près 30% d'électeurs de Marine Le Pen de 2017 qui étaient venus chez moi, craignant la montée de Jean-Luc Mélenchon, craignant que l'un des deux candidats de la droite nationale ne fût pas au second tour, sont revenus vers Marine Le Pen. Oui, mais j'entends cette théorie qui est assez juste quand on regarde les dates, en effet, et on pourra aussi entendre quelques extraits ensemble tout à l'heure, mais Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen avaient des liens avec la Russie, autrement plus étroits que les miens. Évidemment. Moi, je n'ai pas de banquier russe. Pourquoi eux n'ont-ils pas subi ce que vous définissez? Eh bien, je vais vous répondre. Vous vous souvenez, à partir du 24 février, dans les médias, chez nos adversaires réciproques, tout le monde nous met dans le même sac. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour. Vous vous souvenez de ça? Bon. Et puis, vous avez raison, dans les sondages, je suis le seul à en pâtir. Vous aurez remarqué que Valérie Pécresse, qui dit l'exact contraire de moi, qui dit il faut lutter contre Poutine, qui m'accuse et qui me surnomme Vladimir Zemmour, ou voyez, enfin, peu importe. Elle aussi dégringole, ça vous a pas échappé. Pourquoi? Lourdement. Pourquoi? Parce que, en vérité, nous avons en commun un électorat qui a voté Fillon en 2017, qui est plutôt âgé, souvent plutôt bourgeois, et qui, de part et d'autre, a ce qu'on appelle dans la presse l'effet drapeau, c'est-à-dire se colle au président parce qu'il y a danger, parce qu'il y a guerre. Et nous avons décliné tous les deux, parce que nous avions un électorat en commun. L'électorat de Jean-Luc Mélenchon, l'électorat de Marine Le Pen n'a pas eu ce réflexe. Alors, on peut entendre cette analyse. Merci. Pourquoi pas? Moi, j'ai le sentiment, malgré tout, que vos propos sur les réfugiés ukrainiens ont eu un effet dévastateur sur votre campagne. Lorsque vous dites « je préférerais qu'ils restent en Pologne plutôt qu'ils viennent en France », enfin, je veux dire, objectivement, beaucoup de gens se sont demandé si vous aviez un cœur. Vous avez remarqué que ça vient après l'intervention de Poutine en Ukraine. Oui, absolument. Donc s'il n'y a pas d'intervention en Ukraine, il n'y a pas de question des réfugiés ukrainiens. Là-dessus, on est d'accord. Bon. Maintenant, je ne vais pas éluder votre question avec la chronologie. Vous avez raison de poser cette question. C'est une question qui m'a travaillé moi-même. Moi, mon premier réflexe, si vous voulez, c'est de dire, bon, ils sont européens, ils sont chrétiens. Bon, accordez-moi que c'est ma philosophie, que c'est le discours que j'ai développé depuis des années. On peut les accueillir, contrairement aux Africains ou aux musulmans, etc., d'autres civilisations. Et puis je me dis, oui, mais on va me dire quand même, vous exagérez, monsieur Zemmour,
ce sont des êtres humains. Après tout, s'il y a des massacres alors en Afrique, s'il y a des massacres au Moyen-Orient, vous ne les accueilleriez pas. Je me souvenais du petit Elan et de la photo, la fameuse photo avec cet enfant sur une plage, cet enfant mort, cette photo horrible. Et je me suis contenu. Je me suis dit, ah ben non, il ne faut pas qu'on m'accuse de ça. Donc je vais dire, pas de réfugiés par principe. Et par souci de cohérence, vous voulez dire, par rapport à votre discours précédent. Exactement. Et donc je me suis laissé embarquer là-dedans. Et d'ailleurs... Donc c'était une erreur. C'est sans doute. Non mais... D'ailleurs, vous avez vu quelques jours après, je corrige, je dis, bon, s'ils veulent venir, parce que je comprends que mon premier réflexe était le bon, et que j'ai eu tort de le contenir. Ouais. Erreur d'appréciation, erreur de jugement sur le coup. Enfin, erreur de... Vous si n'avez vous pas voulez... senti que ce qui était en train de se passer... Enfin... C'est pas que j'ai... Justement, j'ai senti... Mais je me suis dit, il faut faire attention, il ne faut pas se laisser embarquer dans ce sentiment, cette passion, vous voyez, légitime et touchante pour ces pauvres gens qui venaient, qui étaient en danger de mort. Ouais. Tout ça pour, au final, vous savez combien d'Ukrainiens ont rejoint la France? 15 000, je crois. 70 000. 70 000. Au final, au maximum, sachant que beaucoup sont même repartis, 15 000 enfants. Bon. C'est 0,1% de la population française. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Il fallait donc les accueillir. Oui, puisqu'ils repartaient, en plus. Ouais. C'est intéressant de discuter avec vous de ce moment qui est en effet probablement le moment de bascule pour votre campagne, parce que jusqu'ici, cette campagne, c'était quoi? C'était la révélation d'un personnage inédit. Et puis aussi beaucoup de provoques, beaucoup d'outrances, je reviens à ce mot. Beaucoup de choses qui ont surpris, choqué, frappé les esprits. Et on a le sentiment que finalement, vous vous êtes un peu enfermé dans cette stratégie. Je vous assure que ce n'est pas du tout l'analyse que je fais. Alors allez-y. Pardonnez-moi, hein, mais moi, je n'y vois pas d'outrance, encore moins de provocation. D'abord parce que ça fait 20 ans que je dis la même chose. Donc, il ne fallait pas être étonné. On aurait été étonné si j'avais changé de discours. Accordez-moi que j'ai dit pendant la campagne ce que je disais avant, premièrement. Deuxièmement, vous savez, je vous répète, on peut se disputer pour des sujets économiques, on va en parler, j'imagine. On peut se disputer pour la retraite à 60 ans, ou à 62 ans, ou à 64 ans. Ce sont des sujets importants. Mais la vie ou la mort de la France, ça, c'est un sujet existentiel. Et pour moi, il s'agit de la vie ou de la mort de la France. Donc, et les Français avaient envie que vous leur parliez de pouvoir d'achat. Et c'est là aussi votre erreur. C'est que vous avez mis sur la table un sujet qui vous paraît essentiel, et les Français vous ont dit non mais nous ce qui nous intéresse c'est ça. Ce n'est pas mon erreur. Parce que moi, je ne faisais pas campagne pour faire campagne. Je ne faisais pas campagne pour faire carrière. Je faisais campagne pour dire aux Français, la France va mourir. Il y a un conflit de civilisation sur notre sol. Sinon, je n'aurais pas été candidat à l'élection présidentielle. Donc ce n'est pas une erreur. Non. Que les Français m'aient dit, ton sujet, c'est important, mais en vérité, on y pensera plus tard, c'est leur choix historique. Absolument. Absolument. Et vous savez, les peuples n'ont pas forcément raison. Ouais. Vous savez... Donc oui. Ben oui. Vous savez... Vous avez raison, seul contre tous. Oui. En 1946... Je vous donne un exemple. Et ne croyez pas que je me compare au général de Gaulle. En 1946, le général de Gaulle dit, voilà, la 4e République est un mauvais régime. La question institutionnelle est primordiale. Elle empêche le pays d'être gouverné depuis 150 ans, depuis la mort de Louis XVI. Il faut régler cette question. Il n'est pas écouté. Il s'en va. 12 ans plus tard, on va le chercher pour lui dire, bah oui, t'avais raison. C'est tout. Encore une fois... Donc vous espérez qu'on vienne vous chercher C'est pas que j'espère, parce que si on vient me chercher, ça veut dire que j'aurais eu raison. Et donc il y aura vraiment le feu à la maison. Mais je pense que oui, j'aurai raison. Est-ce qu'on viendra me chercher ou pas? Ça, l'histoire le dira. Mais je pense que j'ai raison. Je pense qu'il y a un vrai conflit de civilisation sur notre sol. Et si vous me permettez, l'élection présidentielle, vous pouvez juger qu'elle me donne tort. Au-delà de mon cas personnel. Hein. Mais moi, je vous dis qu'elle me donne raison. Et... si vous voulez, on peut en parler des résultats de cette élection. Ce que je vous propose, c'est de revenir un peu en arrière et de revoir 5 grands moments de cette campagne. Et ça démarre bien sûr avec l'annonce de votre candidature. Regardez. Reculez.
L'ancien président de la République a dit lui-même qu'il savait que des terroristes seraient infiltrés parmi les migrants. Il a pris une décision absolument criminelle de laisser les frontières ouvertes. Aidez-moi, rejoignez-moi, dressez-vous. J'en appelle à ces militants, à ces cadres, à ces électeurs du Front National qui voient leurs idées végéter dans une opposition stérile depuis des décennies. J'en appelle à ces militants et ces électeurs des Républicains qui en ont assez de voir leurs élus se plier aux injonctions de la gauche et du politiquement correct. Voilà, quelques-uns des moments forts de cette campagne. Bon, ça a été extrêmement intense. Vous avez vraiment cru d'ailleurs que vous alliez être président? Sincèrement? C'était possible. Tout était possible dans cette campagne, vous l'avez vu. Vous savez, je continue de penser que si j'avais été au second tour, il y aurait eu une autre campagne. On n'aurait pas discuté de la même chose. On aurait discuté d'identité. On n'aurait pas attendu 23h30 pour parler d'immigration et d'identité lors du débat du second tour. Voilà, je pense que le visage de la second tour eût été différent. Et que la question aurait été posée aux Français. Mais encore une fois, ils auraient peut-être répondu que c'était pas le sujet. Hein. Mais en tout cas, moi, je pense, oui, que j'avais une chance, en tout cas, d'être au second tour et ensuite d'affronter Emmanuel Macron. Et on aurait vu. Du coup, votre état d'esprit à nouveau aujourd'hui, là, c'est plutôt... c'est quoi? C'est un sentiment un peu de déprime, voire de dégoût? Non, mais sérieusement, qu'est-ce qui domine chez vous? Ni la déprime, ni le dégoût. L'inquiétude et l'espoir. L'inquiétude parce que je pense sincèrement que la situation est très grave et que d'ailleurs, je vous dis... Le résultat de cette présidentielle le prouve, mais on va développer cette idée. Et l'espoir, parce que je pense que Reconquête, mon parti, 120 000 adhérents en 6 mois, honnêtement, c'est jamais vu dans l'histoire de la Ve République, ce mouvement de jeunes, 20 000 jeunes, dynamique, chaleureux, enthousiaste, tout cet enthousiasme n'est pas perdu. Donc nous incarnons avec Reconquête l'espoir de ce pays et l'espoir que la France reste la France. Alors, si on regarde de plus près vos scores au premier tour, c'est intéressant quand même. Hein. Très intéressant. Alors, la ville où vous faites le plus gros score, Saint-Tropez, 22%, bien connu pour ses problèmes d'islamisme et d'immigration. Grimaud, Bandol, Saint-Jean-Cap-Ferrat 21%, Neuilly-sur-Seine 18%, Versailles 18%, Paris 16%. C'est la droite Figaro Magazine en fait. C'est vos lecteurs qui ont voté pour vous. C'est marrant votre ironie parce que c'est le vieux coup qu'on faisait déjà à Marine Le Pen quand on lui disait mais un tel lieu on vote pour vous alors qu'il n'y a plus d'immigrés. En vérité, vous savez bien que les Français, et heureusement, votent pour leur pays. C'est-à-dire pour la conscience qu'ils ont de ce qui se passe globalement dans leur pays, pas chez eux. Il ne faut pas exagérer. Bon, en plus, justement, dans les banlieues, il y a eu un autre vote. Mais j'espère qu'on va enfin l'aborder. Justement. Alors justement. Pourquoi mais je vous réponds d'abord à votre question. Allez-y. Effectivement, là où vous avez raison, c'est que ce qui est venu à moi, ce qui est resté, parce qu'en vérité... Je vous renvoie à l'excellent article de Jérôme Fourquet, vous savez, le grand sondeur dans le Figaro, juste avant le 23 février, justement, qui expliquait très bien que la composition de mon électorat. Vous avez raison, les classes populaires du Nord, en particulier, sont restées avec Marine Le Pen. En revanche, les classes, je dirais, les commerçants, les artisans, les indépendants, plus beaucoup d'électeurs de François Fillon, de Saint-Tropez ou du 16e, une bourgeoisie patriote, est venue à moi. Des gens que Marine Le Pen ne touchait pas et n'a pas touché. Sauf quand moi, je leur ai demandé d'aller voter pour elle au second tour. Je le note. Ces gens-là,
C'est exactement ce que je voulais toucher, vous me l'accordez. Je dis depuis le début de ma campagne, je veux rassembler l'électorat populaire, qui vote déjà pour Marine Le Pen, et une bourgeoisie patriote qui ne veut pas entendre parler de Marine Le Pen. Oui, mais et les territoires, Éric Zemmour, les territoires qui sont concernés par les sujets que vous avez mis en avant, ils n'ont pas voté pour vous? Mais ils ont voté Marine Le Pen. Ou Mélenchon. Attendez. C'est pas la même chose. Les classes populaires françaises et de ces quartiers-là ont voté pour Marine Le Pen en pensant que c'était mieux parce que son père parlait déjà d'immigration avant elle, que pour eux, le nom Le Pen, ça veut dire la lutte contre l'immigration, etc. Quoi que dise Marine Le Pen. Bon, très bien. Je maintiens que moi, un électorat est venu à moi qui n'aurait pas voté Marine Le Pen. Je tiens à le dire. Ce n'est pas négligeable. Bon. Maintenant, là où vous avez raison, c'est pour l'électorat des banlieues. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette élection? Venons-en à l'analyse. Allez-y. En fait, il y a eu 3 blocs. Le bloc macroniste, le bloc mélenchoniste et le bloc national. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Bien sûr. À peu près entre 11 et 13 millions d'électeurs pour chacun. Bon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le bloc macroniste. En gros, les retraités et les diplômés des grandes villes, des métropoles. Le bloc mélenchoniste. Les musulmans des banlieues, 69% des musulmans ont voté Mélenchon, et la jeunesse woke, gauchiste des universités, c'est etc. un peu plus que ça, il fait 22% quasiment. Il fait, vous avez vu, dans les banlieues, il fait entre 50 et 65% dans les banlieues islamisées. Des territoires où il y a malheureusement aussi beaucoup d'abstention, comme vous le savez. Non, je vous assure. Bon, enfin, allez-y, voilà, ça c'est le deuxième bloc. Non mais c'est important. Donc en fait, Mélenchon a concrétisé dans les urnes l'islamo-gauchisme. Islamo-gauchisme. Troisième bloc, le bloc national. Les classes populaires qui de tout temps, depuis 20 ans, depuis que, vous vous souvenez, le professeur de Sciences Po, M. Perrineau, parlait de gaucho-lepénisme. Et ça date de Jean-Marie Le Pen. Bon. Donc les classes populaires qui votaient pour les Le Pen, pour Marine Le Pen, très bien, elles ont voté pour Marine Le Pen, et si j'ose dire, la bourgeoisie patriote qui a voté pour moi. Ça, c'est le bloc national. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, Macron a gagné. D'accord. Sauf que si on voit à 10 ans, à 15 ans, qu'est-ce qui est en vérité, qui se cache derrière cette victoire? Je vous dis, Macron, c'est le vote des retraités. Les fameux boomers. La génération la plus nombreuse de l'histoire de France. Cette génération, elle vieillit. Ce n'est pas leur faire offense que de dire qu'elle est appelée à disparaître à l'horizon 2040, 2050. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester le bloc national et l'islamo-gauchisme, face à face. Et c'est ça votre pronostic? Vous pensez qu'à la fin... C'est ça ma prophétie même. C'est inévitable. Et dans ce cas-là, le vote pour Macron aura été, vous savez, le cri de la célèbre comtesse du Barry quand elle monte à l'échafaud. Encore une minute, monsieur le bourreau. Vous avez entendu sans doute ce qu'a dit Robert Ménard dans cette campagne. Il a dit que vous aimiez la France, mais que vous n'aimiez pas les Français. Est-ce que les urnes ne lui ont pas un peu donné raison? Écoutez, si les lieux communs ont raison, alors sans doute. Mais ce n'est qu'un lieu commun. On disait déjà ça au général de Gaulle dans les années 60. Vous voyez, c'est plutôt flatteur pour moi. Par ailleurs, c'est stupide, pardonnez-moi. Si on aime la France, on aime forcément les Français. Les Français qui font la France. J'aime les Français autant que les autres. On a voulu me coller ça parce que j'aime l'histoire de France, parce que j'aime la grandeur de la France. En quoi ça serait ne pas aimer les Français? Je le répète, il y a des sujets importants pour la vie de tous les jours des Français. Le pouvoir d'achat, les retraites, etc. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. D'ailleurs, j'en ai parlé souvent. J'ai fait de nombreux discours à ce sujet. Mais je persiste à dire qu'il y a une hiérarchie, que le rôle des politiques, c'est de hiérarchiser. Et c'est de dire, il y a la vie et la mort de la France, et il y a les sujets seconds, qui ne veut pas dire secondaires. Bien sûr. Vous voyez ? Éric Zemmour, vous vous souvenez forcément du débat avec Jean-Luc Mélenchon?
qui avait donné le vrai coup d'envoi de cette campagne présidentielle. C'était au début de l'automne sur BFM TV. Énorme audience d'ailleurs, ce qui donnait une idée déjà de l'engouement qu'il pouvait y avoir pour cette séquence politique. Mais au final, quand on regarde encore une fois les scores, Mélenchon, il vous a mis KO. Si on regarde le résultat du premier tour. Électoralement. Pas ce soir-là, mais électoralement. Vous savez, je vais vous dire, j'invite vos téléspectateurs à regarder ce débat-là et le débat de l'entre-deux tours. Et ils verront quel est le vrai clivage, quel est le vrai enjeu, quel est le véritable débat. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, vous avez raison, électoralement, Jean-Luc Mélenchon a aspiré toute la gauche. C'est pour cela d'ailleurs que je vous ai dit qu'il a donné une concrétisation à l'islamo-gauchisme. Et je dirais plus loin. C'est pour cela que la gauche n'existe plus qu'à travers l'islamo-gauchisme. Et c'est pour cela d'ailleurs que la stratégie de Marine Le Pen est pour moi dépassée. C'est-à-dire que elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle rêve d'associer un électorat de Jean-Luc Mélenchon, des populaires, à son électorat contre ce qu'elle appelle le bloc élitaire de d'Emmanuel Macron. Mais on a bien vu que ce n'était pas possible, tout simplement par la composition de cet électorat de Jean-Luc Mélenchon. En fait, je dirais que Marine Le Pen et moi, nous avons perdu chacun notre tour. Moi, j'ai perdu au premier tour, car je n'ai pas réussi à faire la jonction entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote. Et Marine Le Pen a perdu au second tour, parce que l'électorat de Mélenchon qu'elle guignait, qu'elle draguait, s'est détourné d'elle. J'entends enfin, au bout de 20 à 25 minutes, une première autocritique. Éric Zemmour, parce que j'ai le sentiment, depuis le début de cet entretien, que vous expliquez que tout le monde s'est trompé, que les Français ont eu tort, que vous avez eu raison, non. Et qu'au fond, on est presque dans un déni. Non, non, pas du tout. Je ne dis pas que les Français ont eu tort. Le prophète que personne n'écoute, quoi. Ah, mais c'est le sort souvent des prophètes. Et je vous répète, on peut avoir raison trop tôt. Moi, je pense que j'ai raison. Ça ne veut pas dire que j'ai gagné. Ça ne veut pas dire que je condamne les autres. Ça ne veut pas dire que, si vous voulez, je dis qu'ils ont eu tort. Non, j'ai perdu, j'ai eu tort, mais j'aurais raison, je le sais. Voilà, maintenant, les gens ont le droit de ne pas me croire, vous avez le droit de se moquer de moi. Ah, je ne me moque pas de vous. Le vaincu a toujours tort. J'essaie de comprendre, en effet, votre raisonnement et votre mécanisme de pensée aujourd'hui, après ce résultat. Bon, juste pour finir sur Jean-Luc Mélenchon, vous avez vu, donc il veut être Premier ministre. Et vous, d'ailleurs, vous voulez être quoi ? Moi, je n'aurais pas la prétention de vouloir être Premier ministre, surtout après avoir voulu être président de la République. Mais moi, si vous voulez, je veux être le président de Reconquête, c'est-à-dire le président du parti de l'avenir. Je le pense sérieusement. Je pense vraiment que nous sommes l'avenir, en fonction de ce que je vous ai dit, en fonction de ce que je vois venir, inéluctablement. Et nous devons d'ailleurs être le parti de la transmission. Nous devons être le parti qui va transmettre la culture française, qui va transmettre l'amour de la France. Nous ne devons pas être un parti politique comme les autres. Vous savez, la plupart des partis songent à la prochaine élection. Moi, à Reconquête, je veux penser à la prochaine génération. C'est-à-dire que je veux former une génération. Vous savez, il y a vous n'avez pas mis dans votre résumé, il y a un meeting qui m'a particulièrement touché, c'est le dernier, avec les jeunes. Vous savez, on a monté ça en quelques heures et il y a eu 4000, 5000 jeunes qui sont arrivés au Palais des Sports. Enthousiastes, chaleureux, etc. Et à un moment, dans mon discours, je leur dis... je me demande vraiment comment vous avez fait pour affronter, surmonter, dépasser le politiquement correct, l'idéologie dominante, la propagande à l'école, dans les médias, à la télévision, au cinéma, etc. Et un cri s'élève dans la salle, c'est « grâce à vous ». J'étais très surpris et en même temps très flatté. Et j'ai compris quelque chose. C'est-à-dire que j'avais mené un combat culturel, un combat métapolitique, comme on dit, qui était l'essentiel
est l'essence même du combat politique, et que je devais continuer et que je ne devais pas abandonner ce rôle-là, même si je prenais désormais un rôle plus politique au sens exact du terme, c'est-à-dire dans l'action politique et dans l'agora politique. Je pense que je dois mêler toujours les deux. Et c'est pour ça que Reconquête sera un parti qui formera les jeunes. Il y aura une école de formation, d'ailleurs, Marion Maréchal, qui nous a rejoint, est très attachée à ça. Ouais. Je ferai des conférences. Vous voyez, je ferai des conférences en province. La première conférence, d'ailleurs, ça sera sur la gauche et la droite. Sujet que vous connaissez bien. Sujet qui, je crois, est essentiel. Ouais. Je crois est essentiel parce que, si vous voulez, et c'est d'ailleurs la grande querelle de cette présidentielle, ouais. Et c'est d'ailleurs ma querelle. Mais attendez, je comprends pas. Ça veut dire que vous redevenez journaliste, là? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas politique. Du tout. Non, pas du tout. Je suis conférencier. Si vous voulez, non. Je suis un politique, mais le parti Reconquête n'est pas qu'un parti électoral. Je ne veux pas que le parti Reconquête soit comme les autres. Okay. Il doit, évidemment, il présente des élections, j'imagine qu'on va en parler, des législatives, etc. Ouais. Il présente des candidats, mais je veux qu'il soit aussi un parti de formation, une école de pensée. Ok, c'est vrai que depuis aussi le début de cet entretien, on ne se refait pas, vous analysez beaucoup ce qui s'est passé, c'est aussi ce que je vous demande d'ailleurs, hein. Vous analysez la situation politique, mais vous êtes maintenant le président d'un parti, souhaitez-vous être député? Écoutez, je vous avoue, je vais vous faire un aveu, je suis très tenté, j'hésite encore pour une raison simple. Est-ce que je pourrais, en me présentant dans une circonscription, aider tous mes camarades qui sont sur le pont? J'avoue que je n'ai pas encore, mais c'est pour une histoire de quelques jours, réglé cette question. Mais je n'ai pas... Zemmour, comment, oui? Comment pouvez-vous hésiter? Sincèrement, quand on a mené cette campagne, cette aventure, quand on est un admirateur de Napoléon, on n'a pas envie de mener la bataille? Ah non, mais attendez, de toute façon, je mènerai la bataille. La bataille personnelle. Alors, voilà. Mais je vous avoue que... 3 semaines après le premier tour. Mon bonapartisme me tente et me pousse à me présenter. Mais encore une fois, je vous dis, si c'est possible avec... Oui, parce que vous comprenez, il faut mener la campagne à Paris, il faut mener la campagne nationale, il faut mener la campagne pour aller aider les uns et les autres. Donc ce n'est pas évident. Mais, écoutez, vous n'avez plus que quelques jours à attendre. Vous êtes fatigué? Non, ça va mieux. Non mais sincèrement, sincèrement, j'étais fatigué, mais il n'y a pas de honte à être fatigué. Après une campagne pareille, surtout que j'ai fait vraiment campagne, contrairement à d'autres. Là, je suis un peu surpris, pardon, de votre hésitation. Vous avez la trouille, comme on dit, de perdre. Bon, écoutez... une deuxième fois. Si j'avais la trouille de perdre, je ne me serais pas présenté à l'élection présidentielle. Vous savez, ça, non. J'ai jamais pensé que j'allais claquer des doigts et devenir président de la République. Bon. Donc je me suis quand même présenté, alors que beaucoup de gens m'incitaient à ne pas me présenter. Et là, par ailleurs, je sais très bien que rien ne sera fait pour m'épargner si je me présente. Mais bon, si je perds, je perds. C'est la loi du genre. Non, ce n'est pas du tout ça qui me retient. Je vous ai donné ma raison. Mais encore une fois... La raison, c'est il faut que vous soyez un peu au four et au moulin. Exactement. Exactement. Bon. C'est... Mais vous verrez, vous n'avez Non, mais plus grand... Encore une fois, compte tenu de tout ce qu'on a vu et de votre engagement depuis le début, ça colle pas, si vous me permettez. Mais c'est mon sentiment. Je vous ai répondu, je suis très tenté d'y aller. Ouais. Vous avez une circonscription en tête? J'ai regardé les circonscriptions, j'en ai quelques-unes où j'ai fait des scores supérieurs à 20, mais à 20%. Mais bon, on verra, je ne sais pas encore le Var pourrait être... vous l'avez dit tout à l'heure, ou Paris. Paris, dans Paris, le 17e, absolument. On verra bien. D'accord, donc décision... Imminente, voilà. Bon, Saint-Tropez pourrait être une des options, si j'ai compris. Non, mais sérieusement, la circonscription autour de Saint-Tropez, en effet. Pas que Saint-Tropez. Non, j'imagine, oui, pas assez d'électeurs pour faire une... cette élection, cette campagne des législatives, vous la mènerez sans le Rassemblement national. Il n'y aura pas d'accord. C'est ce que j'ai cru comprendre. Vous savez, il est intéressant de voir les évolutions et les négociations de part et d'autre.
Vous avez vu, on parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, vous avez vu comment Jean-Luc Mélenchon négocie avec les autres partis. Absolument. Comment il jette la rancune à la rivière et comment ce qu'est un véritable accord. Quel pragmatisme. Mais on est bien d'accord. Et quel sens politique. Et quel sens politique. Et vous avez vu comment les Verts, par exemple, qui avaient moins de 5%, c'est-à-dire moins que moi, qui n'ont même pas été remboursés, ont obtenu 100 circonscriptions et 30 gagnables, comme on dit. Manifestement, Marine Le Pen n'est pas dans cette disposition d'esprit. Par votre faute peut-être, à cause de ce que vous avez dit le soir du second tour. Regardons ensemble un extrait de votre intervention. Regardez, et des gentillesses que vous balancez à la candidate du Rassemblement national. Hélas, 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 c'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. Sommes-nous donc condamnés à perdre? Y a-t-il une fatalité pour que les idées nationales perdent toutes les élections? Alors qu'une majorité de notre peuple souhaite ardemment que la France reste la France. Bon. Alors, vous l'avez un peu cherché, franchement. Non, pas du tout. Remettez-vous dans le contexte, si vous me permettez. Marine Le Pen a parlé avant moi. Elle a eu un air plutôt triomphant en parlant de victoire éclatante. C'est vrai, ça a surpris. Je vous avoue que ça m'a surpris et ça m'a peiné. J'avais l'impression ce soir-là d'être le seul désespéré par la victoire d'Emmanuel Macron. J'avais l'impression, avec évidemment les 13 millions d'électeurs, dont les miens, pardonnez-moi, qui ont voté à 80% pour Marine Le Pen sur mon appel. Bon. Que vous dire? Donc, j'ai voulu rappeler des faits. J'ai voulu rappeler le réel. À ce rythme-là, il faudrait attendre 2052 pour voir les idées nationales gagner. Pardonnez-moi, c'est en partie pour cela que je me suis présenté. C'est parce que je savais que Marine Le Pen ne gagnerait pas l'élection présidentielle. Je l'avais annoncé, j'aurais pu me contenter de l'annoncer. Et vous voyez, aujourd'hui, je serais là triomphant en disant « je vous l'avais bien dit ». Non, j'ai préféré me jeter dans la fournaise et dire voilà ce que je vais proposer moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une autre alliance avec, bon, etc., etc. Maintenant, vous montrez ce passage, je l'assume. Vous ne montrez pas 2 autres passages, si vous me permettez. Allez-y. Quelques phrases plus tard, je dis j'ai essayé d'échapper à cela, je me suis présenté et j'ai perdu. Donc je reconnaissais mon échec. Et surtout, vous oubliez de mettre comme extrait 15 jours plus tôt, quand je viens au soir du premier tour, annoncer et appeler à voter pour Marine Le Pen sans aucune négociation. Je vous le rappelle, je n'ai rien demandé. Est-ce que Marine Le Pen a remercié mes électeurs? Emmanuel Macron l'a fait pour les électeurs. Elle a fait preuve d'ingratitude? Madame Le Pen a dit qu'elle n'avait pas besoin de moi, qu'elle n'avait pas besoin, qu'elle ne voulait pas de moi, qu'elle ne voulait pas de reconquête. Libre à elle. Est-ce qu'elle a remercié mes électeurs? Non. Ils n'auraient jamais voté pour elle. Vous la trouvez ingrate, donc, sur ce point-là. C'est à vous de juger. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une campagne, on se dit des choses plutôt désagréables. Moi, elle a dit qu'il y avait des nazis autour de moi, vous voyez, pour un petit juif dont les parents sont nés en Algérie. Vous avez cessé de dire qu'elle était nulle? J'ai jamais dit qu'elle était nulle. Oh, j'ai dit qu'elle ne gagnerait pas. Vous avez... Bon. Non, mais c'est pour vous dire que dans une campagne électorale, on s'envoie des choses à la figure qui ne sont pas toujours agréables. Mais vous avez... C'est le rôle du vainqueur d'ouvrir les bras. Bien sûr. Et c'est... Mais je vais vous dire... Mais ce soir-là, vous l'avez humilié. Mais pas du tout. En disant que c'était la 8e fois qu'un Le Pen perdait la présidentielle, même si c'est vrai factuellement. Comment voulez-vous après que il y ait Embrassons-nous Folleville? Toussaint. C'est un prétexte. Le Rassemblement national ne voulait pas d'accord. Le Rassemblement national veut la mort de Reconquête. Voilà, c'est un fait.
Mais est-ce que, pardon, je vous repose la question, est-ce que vous ne l'avez pas cherché en étant trop offensif contre Marine Le Pen pendant toute la campagne? Quand vous dites, elle c'est les chats, moi c'est les livres. Enfin, franchement... Un journaliste britannique me demande qu'est-ce qui me différencie de Marine Le Pen. Je lui dis, ce qu'on aime le plus dans la vie, moi c'est les livres, elle c'est les chats. C'est un fait, encore une fois. Bon, on a le droit d'être moqueur quand même. Encore une fois, moi j'ai suivi des campagnes présidentielles depuis l'enfance. Mais c'est Chirac-Balladur au fond. Non, attendez, pas du tout. Et il n'y aura pas de pardon. Non, pardonnez-moi, ce n'est pas Chirac-Balladur. Moi, je n'ai jamais promis à Marine Le Pen de ne pas me présenter contre elle. Moi, je ne viens pas du Rassemblement national. Je ne suis pas un dissident du Rassemblement national. Vous avez piqué la moitié de son équipe? Pas du tout. Je n'ai rien piqué du tout. Les gens sont venus par conviction, parce qu'ils estimaient que j'incarnais mieux leurs convictions. Je n'ai rien piqué. Elle a même dit que j'étais allé jusqu'à les payer. Vous voyez, elle aussi. Les coups ont été rendus. Bon, voilà. Bon. Donc c'est pour vous dire que... attendez, mais l'important n'est pas là. L'important n'est pas là. Oui, c'est quoi? Parce que vous avez parlé de sens politique de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Vous croyez que Jean-Luc Mélenchon n'est pas rancunier? Lui, il est parti du PS. Bien sûr. Lui, il a quitté tous ces gens-là qui viennent aujourd'hui lui dire de s'allier avec lui. Et il accepte. Bien sûr. Ce qui ne doit pas être simple. Voilà, merci. Je ne vous le fais pas dire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'on va avoir pour les législatives, puisqu'on parle des législatives. On a à peu près 3 blocs de 30%. Tout à fait. D'accord avec ça aussi, évidemment. Emmanuel Macron à 28, plus la moitié de LR et de PS, ça fait à peu près 30. Le bloc mélenchoniste avec les 22, il a fait 22, c'est ça? C'est ça, Jean-Luc Mélenchon, 22, plus les Verts, plus Hidalgo, plus les Verts. Ça fait 30. Ça fait 30. Et le bloc national, les 24 de Marine Le Pen, les 7 et les 2 de Nicolas Dupont-Aignan, ça fait 32. Qu'est-ce que, avec Mélenchon qui s'unit, avec évidemment le camp macronien qui va s'unir, soit le bloc national s'unit. Et dans ce cas-là, selon les calculs, j'ai vu des études, mon équipe a fait ses propres calculs et les sondages ont évidemment fait des calculs. Le bloc national, s'il y avait une alliance, pourrait se retrouver au second tour dans 396 circonscriptions. Et donc gagner, je ne dis pas qui, c'est sûr, entre 100 et 200 sièges. Qui serait comparé au score actuel du RN. Le bloc mélenchoniste va gagner entre 100 et 150 sièges, normalement. Et le bloc macroniste va gagner entre 200, 250, 300, que sais-je. S'il n'y a pas d'accord, comme vous avez raison, le prête à penser, que va-t-il se passer? Le Rassemblement national va venir avec 15 députés. Et il y aura 100 à 150 élus mélenchonistes. Donc ce que je dis, moi, c'est que Marine Le Pen préfère essayer de tuer Reconquête plutôt que de revenir avec une force à 100, 150 élus. Et que, simplement, il faut que les électeurs de Reconquête, évidemment, mais les électeurs aussi qui ont pensé voter utile en se détournant au dernier moment de moi pour voter Marine Le Pen. Les électeurs de LR qui ne veulent pas aller avec Macron comme les LR vont aller. Tous ces gens-là doivent voter pour les seuls qui veulent l'union, c'est-à-dire les élus, les candidats de Reconquête. Parce que LR, vous m'enfermez dans le débat avec Marine Le Pen, mais il y a aussi LR. Absolument. LR qui ne veut pas d'accord non plus. Moi, j'ai décidé unilatéralement de ne pas mettre de candidat contre Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Ciotti, comme symbole. Mais LR ne veut pas d'accord non plus. Qu'est-ce qui va se passer? LR aussi essaye de sauver sa boutique, c'est tout. Et en fait, les seuls qui veulent résister à la vague mélenchoniste et au pouvoir macronien, c'est Reconquête. Quel est votre message ce soir à Marine Le Pen? Est-ce que c'est encore sauvable? Est-ce que cette alliance, après tout, il reste encore quelques semaines, est-ce que vous avez un message à Marine Le Pen? Peut-être même qu'elle vous regarde ce soir. Eh bien, écoutez, tout est possible. Tout est toujours possible. Qu'est-ce que vous lui dites? Et je lui dis ce que je viens de lui dire. Si elle veut vraiment défendre les idées nationales, et je ne doute pas qu'elle le veuille, si elle veut vraiment résister à l'Assemblée avec un grand groupe, à la force et la poussée mélenchoniste au pouvoir macronien, il faut qu'elle accepte de faire un accord. Je ne dis pas qu'elle me fasse un cadeau, vous comprenez? Bien sûr.
Je ne demande pas de cadeau. Ouais. Simplement, exactement. Et vous pourriez faire comme- un geste d'apaisement Mais ou attendez. avoir un mot Mais- aimable. Mais c'est être très aimable que de dire qu'elle a gagné le combat. Vous savez, moi, je ne me présentais pas pour battre Marine Le Pen. Ouais. Alors, Je ne me présentais pas pour battre Marine Le Pen. Est-ce Mon que- objectif, c'était pas cela. Ouais. Marine Le Pen a gagné, elle est arrivée au Est-ce second que- tour, mais elle a perdu le second tour. est-ce que vous vous êtes parlé depuis le premier tour? Oui, car elle m'a appelé pour me remercier d'avoir appelé à voter pour elle sans discuter, sans barguigner, sans négocier. Et Voilà. à l'occasion. Donc je l'ai eu le lendemain, parce que le soir... Et à l'occasion de ce coup de fil, vous n'avez pas évoqué la suite? Ah non, moi je ne voulais pas, si vous voulez, de négociation. Bon. Je voulais qu'elle fût libre. Et d'ailleurs, elle l'a été, puisque, encore une fois, elle Ça- a ignoré superbement Reconquête et les électeurs de la droite, Ok. d'ailleurs en général, puisque Attendez. elle s'est précipitée pour essayer d'avoir les voix de la gauche. Est-ce que. Donc, ça, c'était après le premier tour. Après le deuxième tour, est-ce que vous vous êtes parlé? Non, Même pas un SMS, rien. non. Comment voulez-vous faire l'union si vous vous parlez pas? Mais il y a des gens qui se parlent. Qui se parle? Qui se parle entre eux? Écoutez, des gens de chez moi et des gens du Rassemblement national. Jordan Bardella est le président du parti. Et chez moi, il y a Guillaume Pelletier, il y a Philippe de Villiers, il y a Stanislas Rigaud et d'autres Qui ont des contacts. qui ont des contacts. Bien. Donc, Donc, le contact n'est pas rompu. mais jamais, il n'a jamais été rompu. Vous avez essayé de l'appeler? Non. Bon, vous hésitez. C'est ce qu'on. Non, j'hésitais parce que c'est ce qu'on dit chez Marine Le Pen, que vous avez essayé de l'appeler. Ah, alors là, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ben, je suis désolé de vous le dire, hein. On dit que vous avez appelé, qu'elle n'a pas voulu répondre. Vous voyez. Donc c'est vrai. Vous avez essayé de l'appeler. Ah non. Bon. Vous hésitez à être candidat, on a bien compris, aux législatives. Vous prendrez une décision dans quelques jours. Absolument. Marion Maréchal ne sera pas candidate. Ah, je ne sais pas. Comment ça? Écoutez, si elle peut être candidate, si son état de Oui. santé le permet, je ne sais pas ce qu'elle fera. Compte tenu de sa grossesse, vous voulez dire. Absolument. Mais c'est elle de décider. Guillaume Pelletier sera candidat? C'est à lui de décider. Ouais. On a encore le temps de décider. Est-ce qu'on se D'accord demande. avec moi. Vous avez quand même quelques têtes d'affiche Mhm. et aucune ne semble vouloir y aller. C'est embêtant quand même. Mais qui vous dit qu'ils n'iront pas? Bah, en tout cas, ils se précipitent pas pour être candidat. Ah, mais ça se réfléchit, ça se. Ouais. On voit un peu comment on peut faire, comment dans le meilleur des cas, etc. Vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de renoncement. Bon, s'il n'y a pas d'accord avec le RN, il y aura combien de députés Reconquête? C'est difficile. Le mode de scrutin est pour vous terrible. Bien sûr. Mais C'est quoi? C'est Ah non, mais vous avez raison, ça sera très difficile. C'est 0? C'est 1, 2 On verra. On verra. Moi, vous savez, c'est évident que ce mode de scrutin est fait pour qu'il y ait des alliances. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je ne. Donc sans Je ne- mais du coup, un parti sans député, c'est encore un parti. Vous savez, le Front National est resté longtemps un parti sans député. Jean-Luc Mélenchon n'avait pas beaucoup de députés. Et pourtant, c'est la présidentielle qui détermine la vie politique en France. Donc, par ailleurs, il y a encore une fois à Reconquête beaucoup de choses au-delà des députés. Ça veut dire que Il y a vous êtes... des adhérents, il y a 120 000 adhérents, il y a des jeunes, il y a encore une fois un dynamisme, un enthousiasme. Je pense qu'on peut compter là-dessus. Ouais. Et ce n'est pas rien, surtout Bien sûr. dans des partis où il n'y a plus rien, où il n'y a plus de militants, où il n'y a plus de jeunes, où il n'y a plus rien en vérité. Ça veut dire que vous êtes d'ores et déjà candidat à la présidentielle de 2027? Nous verrons bien. Ça vous a traversé l'esprit? Je vous avoue que tout m'a traversé l'esprit là depuis 3 semaines. Donc. Ah, y compris y compris tout arrêter, quoi. Tout, j'ai Non, mais- ruminé tout. De toute façon, c'est normal. Tout, Ouais. tout. C'est une épreuve. Tout est. Hmm. Mais j'ai décidé de continuer. J'ai décidé de continuer parce que je pense encore une fois que mon combat est le bon. Je vous le répète. Ouais. Mais il y a bien des moments où peut-être, certains moments, vous vous dites qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère, non? Je crois que c'est humain. Oui. Mais vous savez, encore une fois, j'ai pas fait le choix de mon confort. Parce que si j'avais fait le choix de mon confort, je serais resté dans mon ancienne vie.
J'ai fait le choix, parce que vous me taquiniez tout à l'heure sur le prophète, mais parce que je pense vraiment que le destin du pays est en jeu. Je pense vraiment que nous sommes en danger. Je pense vraiment que le rôle d'un politique, c'est le destin du pays, c'est défendre la survie du pays. Il y a un bon endroit pour être prophète, hein. C'est la télévision. Ce n'est pas être prophète à la télévision, c'est être prédicateur. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est une nuance, mais quand vous touchiez tous les soirs plusieurs centaines de milliers de personnes sur une autre chaîne d'information, c'était déjà une forme d'influence très forte. Bien sûr. Mais vous savez... Vous pourriez y retourner ? Ça aussi, j'ai compris quelque chose pendant cette campagne. Allez-y. C'est que l'influence culturelle, métapolitique, etc., c'était important, évidemment. Mais que, contrairement à ce que certains disaient, nos idées n'avaient pas du tout gagné. Pas du tout. Moi, j'avais mené un combat que je croyais valeureux, que je crois toujours valeureux, qui a été utile, j'espère. J'ai vendu des livres, j'ai influencé des gens, j'ai fait des audiences télévisées importantes. Mais finalement, quand on défend la patrie, quand on défend une certaine idée de la France, quand on défend la volonté que la France reste française et ne devienne pas le terrain de jeu d'une autre civilisation, on est diabolisé, on est ostracisé, on est traité de tous les noms. Alors, et le bombardement est incessant. Le bombardement est incessant. Vous disiez que j'avais été victime de mon outrance, de ma radicalité. Moi, je pense surtout que j'ai été victime du bombardement médiatique incessant et du bombardement idéologique incessant qui se répand partout. C'est vous qui avez tiré en premier, Éric Zemmour. Vous n'avez. Non. Enfin, écoutez, on ne va pas ressortir tout ce que vous avez déclaré. Ça dépend ce que vous appelez en premier. Enfin, moi, je vois le pays que j'aime, la France qui sombre. Exploser cette campagne présidentielle. Mais vous devriez... Et vous venez de dire après, j'ai été victime de bombardement. Mais c'est vous qui avez bombardé. Vous devriez m'en savoir gré. J'ai posé, pour moi, la question fondamentale que tous les politiques, que tous les candidats s'employaient à mettre sous le boisseau. Je dis bien tous les candidats. Donc pour moi, j'ai fait œuvre de salubrité publique. Pardonnez-moi ce moment d'immodestie, mais je pense vraiment que j'ai posé la question de fond. Je vous le répète. Pour moi, c'est la plus essentielle. Personne ne remet en cause votre conviction. Votre sincérité. J'aimerais qu'on dise encore un mot sur les législatives. Donc du coup, on a bien compris qu'il y a encore un peu d'hésitation pour vous, pour certaines têtes d'affiche du mouvement. Alors, qui va être candidat du coup ? Il en faut 577. Mais on en aura 577. Ok. Alors qui seront ces candidats ? Et nous avons beaucoup de candidats jeunes. Ouais. Vous savez, nous avons beaucoup. Je parlais tout à l'heure de la transmission, que nous voyons à la hauteur d'une génération. Je pense que c'est important. Nous allons lancer beaucoup de jeunes dans cette campagne. Ils vont se faire les dents, ils vont se former. Nous allons lancer beaucoup de nouveaux candidats. Nous aurons, vous savez, en 4 mois, avoir 577 candidats, alors que nous avions 1000 ou 1500 demandes. C'est une prouesse. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, d'autant plus que vous savez que chacun de ces candidats, ou presque, va être scruté. Son passé, ses tweets... ça ne m'a pas échappé. Non mais le Front National, puis le RN, a mis des années avant d'avoir des candidats, entre guillemets, respectables. Mais vous verrez, nous ne sommes pas le Front National. Vous aurez nous sommes Reconquête et nous aurons... de casting, comment ça s'organise écoutez, nous avons eu depuis des mois 1 ou 2 personnes responsables qui s'en sont occupées, qui ont reçu les candidatures. Vous savez, dans un parti de 120 000 adhérents et de 20 000 jeunes, il y a beaucoup de gens qui veulent être candidats, qui disent, voilà, moi j'aimerais telle circonscription, j'aimerais être candidat à ça. Depuis des mois, nous travaillons à cela. Pas moi, évidemment, mais d'autres. Et petit à petit, nous arrivons au bout de cette sélection qui n'a pas été facile, car il y avait des gens de qualité. Donc, il y aura 577 candidats, il y aura... et vous verrez qu'ils sont très bons.
Ouais. Stanislas Rigaud, un des espoirs de votre mouvement, est très courtisé par le Rassemblement national. Ça ne vous a pas échappé? Ah non, ça ne m'a pas échappé, non. Ouais. Et il ne m'a pas échappé que, justement, Stanislas Rigaud avait non seulement le talent, mais la fidélité. Mais vous savez, c'est les méthodes partisanes. On ne veut pas d'un accord de parti à parti, mais on veut débaucher les plus talentueux d'entre nous. Est-ce que vous souhaitez à Emmanuel Macron de réussir ce deuxième quinquennat? Ça dépend ce que vous appelez réussir. Pour la Si France? vous appelez réussir en fonction de mes idées, je lui souhaite. Si vous appelez réussir en fonction de ses idées à lui, c'est-à-dire toujours plus de déconstruction, toujours plus de souveraineté européenne, toujours plus de suppression de l'ENA et des préfets et du corps des diplomates, toujours plus de McKinsey pour reprendre un terme à la mode de la campagne présidentielle. Là, je ne pense pas, mais il fera en fonction de ses idées. Il a gagné haut la main, il a gagné largement, il faut le répéter. 58-41, c'est large, c'est une victoire large, donc il a toute la légitimité et il gouvernera selon ses idées, évidemment. Mais je le répète, qui pour moi sont mauvaises. Pour moi, Jean-Luc, si vous voulez, Emmanuel Macron, et c'est dans le trois fils de ce que je vous ai dit, Emmanuel Macron prépare la France de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron prépare la France de l'affrontement entre la France de Jean-Luc Mélenchon et la France de Reconquête. C'est ça qu'il prépare. Lui pense qu'il veut moderniser la France. En vérité, il veut dissoudre la France dans une grande Union européenne. C'est ça. Il n'a pas de conviction ancré. Il peut passer d'une idée à une autre. Vous avez vu, il a fait campagne à droite et puis après il a fait campagne à gauche. Il a une seule conviction, c'est le fédéralisme européen. Comment expliquez-vous, vous étiez 11 contre lui, comment expliquez-vous que ces arguments-là, notamment celui-ci, sur l'Europe, ça n'ait pas marché? Comment expliquez-vous qu'au fond, il a été réélu? Ce qui d'ailleurs, on le sait, rarissime pour un président sortant. C'est ce que j'ai rappelé lors de mon discours que vous m'avez reproché. Alors, je n'ai rien reproché. Pourquoi? D'abord parce qu'il n'a pas fait campagne, qu'il a eu la chance. Vous savez, fondamentalement, vous connaissez le mot célèbre de Napoléon, trouvez-moi un général qui a de la chance. Macron a de la chance. Il n'a pas de la chance pour la France, il a de la chance pour lui. Il a eu de la chance. Le Covid, puis Poutine, puis l'Ukraine ont permis qu'il ne fasse pas campagne. Puis l'affrontement avec Marine Le Pen a attendu. Là, il a fait campagne pendant 15 jours. Il a fait campagne pendant 15 jours, évidemment. Mais la victoire lui était acquise d'avance. Comme je l'avais dit il y a 5 ans, comme je l'avais dit il y a 6 mois. Donc, si vous voulez, oui, il a eu de la chance, mais ça fait partie du destin de chacun. Là, évidemment, on va voir ce qu'il fait pendant ce quinquennat. Vous souhaitez qu'il fasse des réformes, néanmoins vous savez, j'ai dit au début de la campagne qu'il n'était plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Je maintiens. Il fera sans doute des réformes intéressantes. Il va peut-être allonger la durée de la retraite. Et moi, je pense que c'est bien, parce que je l'avais proposé. Le temps de la retraite, bon, très bien. Il va faire sans doute peut-être des réformes économiques utiles. Je n'en disconviens nullement. Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Pour moi, pendant 5 ans avec Emmanuel Macron, il y aura 2 millions d'immigrés en plus. Il y aura toujours plus de violence, toujours plus d'islamisation, de territoires conquis de plus en plus par l'islam. Vous verrez de plus en plus de voiles dans la rue, de hijab. Il a dit lui-même que le voile était un acte féministe. Vous voyez où il en est. Ça, je pense que si j'avais été au second tour, il n'aurait pas osé le dire. Il va y avoir, vous savez, je voyais, là, ces jours-ci, le maire de Grenoble. Monsieur Piolle. Qui est un des Verts les plus proches de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'il va faire dans quelques jours? Il va permettre... Du Burkini. Exactement. De se
baigner dans ces piscines de sa ville avec le costume de son choix. Donc le burkini, donc un costume islamique. Ça va s'étendre. Il va y en avoir de plus en plus. Ça va être ça le quinquennat d'Emmanuel Macron. Et ça, vous êtes toujours plus fermement opposé à cela, à cette décision. Moi, je pense que moi, j'étais pour l'interdiction du voile dans la rue. Et pas seulement pour les jeunes filles, mais aussi pour les dames plus âgées. Vous voyez, je ne fais pas cette différence qui me paraît loufoque. Je pense qu'il va y avoir ça. Il va y avoir toujours plus de souveraineté européenne, comme il dit. C'est-à-dire plus de déperdition de la souveraineté française. D'ailleurs, en contradiction avec son élection même. Mais... Bien. Vous souhaitez qu'Emmanuel Macron ait une majorité, finalement, s'il n'y a pas d'accord entre le RN et... Mais moi, je ne souhaite rien. Si vous voulez, la logique des institutions, c'est qu'il ait une majorité. Mais moi, je m'inscris dans une autre logique. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut mais entre une cohabitation... qu'il y ait le maximum de députés proches de mes idées. Je me doute. Mais entre une cohabitation et une majorité... une cohabitation avec Mélenchon et une majorité pour Emmanuel Macron, vous préférez quoi? Vous savez, finalement, dans les mois qui vont suivre, ça sera différent. Mais à l'échelle de l'histoire, ça sera pareil. Mélenchon, Premier ministre, ça sera pareil? Oui, je pense que Mélenchon ne fait que... Si vous voulez, Mélenchon, c'est la fin de l'histoire du macronisme. Bien. La France créolisée, c'est la fin de l'histoire macronienne. Je vous l'ai dit, les gens qui ont voté pour Macron, ce sont des gens qui disent « Encore une minute, monsieur le bourreau ». Mais le bourreau passera. Éric Zemmour, on est presque au terme de cet entretien. Vous écrivez un livre? J'écris des choses. On verra si ça fera un livre. J'écris, vous savez, j'ai besoin de ça, moi, comme de respirer. Ouais. Donc je lis, j'écris, je mets en ordre un peu certaines pensées, certaines impressions que j'ai eues. Donc je commence à écrire. On verra si ça en fera un livre. J'ai un titre pour vous. Bah voyons. Je transmettrai. Bon, il y a un an, vous étiez donc journaliste, éditorialiste, polémiste, je sais que vous détestez ce mot. Vous serez où dans un an? Eh ben, écoutez, soit je serai à l'Assemblée nationale, élu de la République, soit je serai président du parti Reconquête, je serai les deux d'ailleurs. Les deux. Et voilà, je mènerai mon parti, je mènerai mon action politique, je continuerai, j'espère que vous m'inviterez, je continuerai à parler aux Français, à leur dire ce que je pense, à leur dire ce que je vois, ce que j'annonce, ce que je crains, ce que j'espère, voilà, et à continuer à faire de la politique à ma manière. Juste pour conclure sur l'aspect sur la députation, vous prendrez votre juste pour qu'on comprenne votre décision, c'est quoi? C'est cette semaine? Oui. Oui, là, c'est d'ici à dimanche, vous aurez pris une décision. Bien. La toute dernière question, Éric Zemmour. Vous avez rêvé d'un débat avec Emmanuel Macron. Vous auriez aimé faire ce débat d'entre-deux tours, évidemment. Vous l'aviez imaginé autrement, forcément. Bon, du coup, vous avez regardé quand même ce débat. Vous l'avez trouvé comment, Marine Le Pen? Vous savez, je pense que ce genre de débat n'est pas facile. Il faut le reconnaître. Je pense qu'elle a eu très peur de recommencer la catastrophe de 2017, ce qui fait que elle a été très en dedans, très, très, très réservée. Moi, si vous voulez, la seule chose que j'ai regrettée, c'est qu'elle ne nous donne pas... l'idée qu'elle avait de la France, sa vision, qu'elle ne défende pas les idées nationales. Quand on parle d'immigration et d'identité de la France et à 23h30, ça prouve qu'on a d'autres priorités. Moi, je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas demandé non plus autant de sujets. Parce qu'autant de sujets, ça veut dire forcément on reste dans la technocratie, on reste dans les mesures. Alors que moi, je voulais un débat politique avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire quelle France voulons-nous? Ce que j'ai essayé de faire avec vous, ce que j'avais fait, vous vous souvenez, avec Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Le débat dont nous avons parlé. Pour moi, le vrai débat de la présidentielle, ce fut entre Jean-Luc Mélenchon et moi. Et j'aurais aimé avoir un débat similaire, c'est-à-dire presque de philosophie politique et d'action politique. Avec lui, parce que je pense que nous avons deux visions de la France. Ce n'est pas du tout le débat qui a eu lieu. Donc je le regrette. Bien. Merci Éric Zemmour. Merci pour tout ça.
Vous êtes sûr que vous voulez pas nous dire que vous êtes candidat? Vous inquiétez pas, vous le saurez bientôt. Non mais... Mais vous le Je saurez tente bientôt. une dernière fois. Mais vous le saurez bientôt, je vous assure. Vous refaites le coup de la présidentielle, là, où vous nous avez non, fait là. attendre pendant je ne sais c'est combien de temps. C'est que je règle encore quelques détails et vous verrez. Merci. Donc c'est fait, quoi. Vous verrez. J'aurais essayé jusqu'au bout. Éric Zemmour, sa première interview ce soir sur BFM TV pendant 1 heure. On est revenu en effet sur tout ce qui a été cette campagne incroyable, campagne présidentielle, et sur ce résultat. Et bien sûr, nous avons évoqué les législatives. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Dans quelques instants, et même tout de suite, vous avez rendez-vous avec Aurélie Casse et Natacha Polony. Très bonne soirée sur BFM TV.